Aujourd'hui, nous allons parler de nous, non pas de vous et de moi ensemble, mais de ce nous que chaque être humain porte à l'intérieur de lui-même. Nous pensons à tort que nous n'avons qu'une seule identité, alors qu'en réalité, elle est multiple. Plusieurs facettes, plusieurs influences, plusieurs versions de nous-mêmes. L'une qui sort en fonction d'une situation et l'autre visible en fonction d'un autre contexte. Et cette multiplicité d'identités n'est pas pour nous perdre. Bien au contraire, quand nous arrivons à jongler avec toutes nos identités, alors nous devenons réellement qui nous sommes. Bienvenue dans Traversée intérieure. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Amina Diagne. Amina Diagne qui est très connue dans l'écosystème entrepreneurial sénégalais. Elle est à la tête de plusieurs structures, dont MinaPro, spécialisée dans le coaching, la formation et la création de contenu. Elle a aussi créé une plateforme qui s'appelle Melam, une plateforme qui propose de la formation en ligne sous plusieurs formats, hybrides, présentiels et distanciels. Et elle a également créé un logiciel, GestoFlow, qui facilite aux entrepreneurs la gestion des stocks, la gestion des factures. Et je pense que vous aurez toute la latitude pour accéder à ces différentes ressources. Et Amina Diagne nous rejoint aujourd'hui, non pas pour parler de tout ce qu'elle fait, mais pour partager avec nous tout le cheminement qui a été le sien pour naviguer entre les identités qui évoluent à l'intérieur d'elle-même. Bonjour Amina, comment vas-tu? Bonjour Guy, très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir dans Traversée intérieure, qui est un espace où on interroge nos silences, on interroge notre intérieur et on partage nos traversées les plus intimes. Et donc, je parlais de toi en tant que chef d'entreprise et qui a créé plusieurs entreprises, dont MinaPro, cette plateforme Melam et ce logiciel GestoFlow. Mais à côté de ça, si on met de côté tout ce que tu fais, si on met de côté tout ce que tu as, Amina, qui es-tu? Alors, une femme qui aime beaucoup partager, Ok. c'est vraiment mon intention que j'ai placée en venant aujourd'hui. Je me suis dit, ah, je vois le contenu et comme tu sais, hein, j'adore parler de ce que je fais. Oui. Surtout. Oui. Et donc, quand j'ai vu les thématiques, les thèmes, je me suis dit, ah, c'est vrai que de tous les partages que j'ai eu à faire jusque-là, j'ai toujours été plus confortable avec tout ce qui est concret, moins avec le parcours intérieur. Et donc, je me suis dit, mais quand j'y vais pourquoi? Et c'est vraiment ce qui reste fondamental dans tout ce que j'ai fait et dans tout ce que je suis, c'est partager. Euh, dans la générosité, dans la transparence, dans l'authenticité, surtout. Je dirais que c'est ça qui est le fil conducteur dans tout ce que j'ai toujours été, qui parfois m'a desservi. Oui, oui. Mais oui, je dirais une maman aussi, une épouse, une sœur, tous ces différents rôles-là. Mais c'est ça, j'aime savoir que j'ai apporté, que j'ai contribué, que les gens se sont sentis mieux après une interaction avec moi. Donc, merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Donc, je retiens finalement que le fil conducteur dans tout ce que tu fais, Oui. c'est le partage. Oui. Le partage dans ce que tu fais, qui est un peu plus confortable pour toi. Oui. J'aime réparer. Ah. Je me rappelle, peut-être l'une des premières images dans mon enfance, c'était, bon, comme tu sais, souvent il y avait une télé Oui, et oui. tout le monde autour de la télé. Oui, oui. J'ai beaucoup grandi dans les familles et j'entendais mes oncles, mes tantes, quand ils regardaient la télé, critiquer et dire mais c'est du n'importe quoi, et dans tout, hein, que ce soit le journal télévisé, que ce soit le foot. Et je me rappelle ce questionnement que j'ai toujours eu de mais pourquoi ils font rien pour améliorer, mais pourquoi ça change pas? Et je pense que c'est ça aussi qui m'a souvent guidée, de dire faut que je contribue
pour que les choses changent. Ouais. C'est ça. Donc, il y a un déclic qui s'est opéré dès petite, Oui. d'entendre Mm. voilà, des critiques, des jugements, Oui, sans pour autant qu'il y ait une action c'est derrière. ça, c'est Et ça. toi, dans ton esprit, c'était comment réparer? Oui, parce que ils étaient fascinants quand je regardais souvent ce que je dis. Quand j'étais plus jeune, pour moi, mes oncles, mes tantes avaient toutes les réponses. Ah! Et donc, quand ils faisaient ces critiques-là, pour moi, ils avaient mais totalement raison. Ils avaient toutes les réponses et c'était: «Mais pourquoi vous y allez pas?» C'est ça, c'est ça. Donc oui. Et donc toi, en fait, toute petite, ce qui est venu, c'est si effectivement ça ne va pas, qu'est-ce qu'on Oui, peut faire pour oui, oui. réparer? Mmh, mmh. Si aujourd'hui tu regardes Amina de l'intérieur, Mmh mh. quelles sont les identités que tu portes? Tu en as énoncé Hem, quelques-unes, mais mmh fondamentalement, qu'est-ce que tu portes en toi? Je dirais il y a eu différentes parties. Mmh. Heu Plus jeune, j'étais, beaucoup plus timide, Mmh. réservée Mmh. et convaincue que si je suis gentille, tout le monde va être gentil avec Mmh. moi. Mmh. Et avec le recul, pour moi, c'était presque, hem, il faut que je sois gentille et que Mmh. si je suis gentille, il y a rien de mal qui va Mmh. Mmh. m'arriver. Toutes mes interactions vont bien se passer Mmh. et donc les premières déceptions que j'ai eues, j'ai envie de dire, c'était un trauma Mmh. profond, vraiment. Parce que bon, comme je disais, j'ai grandi dans une grande famille, donc couvée, on était tout le temps en famille et quand je suis sortie en réalité, c'est peut-être le premier choc, ça a été vraiment là, quand j'ai quitté le Sénégal à la fin de mes études pour aller vivre seule et que là, je rencontrais des gens qui étaient plus dans un état d'esprit de comment je vais profiter et je dirais que c'était presque une forme de naïveté. Donc dans un monde où vraiment tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et donc les premières fois que j'ai eu cette prise de conscience du visage que la personne pouvait avoir, et de la nature profonde de la personne, ça m'a pris du temps, à vraiment, re-questionner finalement, quelle personne je voulais être. Je dirais qu'en grandissant et c'est peut-être lié à la forme d'éducation, on ne prend pas conscience que finalement, à un moment donné, on a besoin de fabriquer Oui. la personne qu'on veut être. Que ça, enfin, en tout cas, dans mon Oui, expérience, oui. ça n'a pas coulé de source. Mmh. Sur beaucoup de choses, c'était juste du mimétisme Mmh. par rapport à ce qu'on m'avait donné, par rapport Mmh. à ce qu'on m'avait transmis. Mmh. Et se détacher de ça pour faire un choix, c'était terrifiant. Parce que c'est confortable de se dire, OK, je fais ce qu'on m'a dit. Exact. Et ça revient un peu à ce modèle de si je suis gentille, tout le monde va être gentil. Si je fais ce qu'on m'a dit, tout va bien se C'est ça, passer. c'est Si je suis une bonne musulmane, j'aurai pas de calamité dans ma vie. Donc Oui. oui, Et donc finalement, c'était la petite fille qui se disait: «Si je suis gentille, c'est ça. alors tout va bien se Oui, passer». parce que j'étais gentille Mmh. et au fait, même profondément, et aussi c'était renforcé. Et ça m'a suivi longtemps parce que les compliments que j'entendais petite, c'était: «Tu travailles bien, tu es gentille». Mmh. Donc, c'est après que j'ai pris conscience que être gentil et bien travailler, c'était tellement ancré pour moi que j'avais vraiment le sentiment que dans toutes mes interactions, c'est ça qui définissait la personne que Mmh. j'allais être. Mmh. Jusqu'à ce que je me rende compte que, ah, mais finalement, ça ne me suffit pas. Mmh. En fait, donc il y a eu déjà, comme je dis, ce retour que j'ai eu où les gens avaient des intérêts, où ils n'étaient pas autant dans la générosité, où ils étaient plutôt dans le calcul. Donc ça, je dirais, je l'ai découvert tard, après mes 20 ans, quand j'étais étudiante. Mmh. Et comme je dis, on a tendance à grandir dans des Oui, bulles dans oui, notre éducation tout au à fait. Sénégal. Et donc, quand je suis arrivée là et que je me suis confrontée, que ce soit à différentes nationalités, à des personnes de différents milieux et autres, donc c'était ce premier questionnement de: «Ah, Mmh. OK, finalement, comment je vais travailler? Comment je vais me réorganiser? Mmh. Comment je vais avoir une interaction avec les Mmh. personnes?» Donc à cette époque-là, je me rappelle, j'ai coupé quasiment toutes les relations que j'avais avec Mmh. énormément de personnes parce que, Mmh. comme je dis, c'était un premier choc. Mmh. Et aussi se rendre compte que finalement, il y a pas d'impunité. Les Oui. gens pouvaient se comporter, comme ils voulaient, Oui. et ils s'en sortaient quand même et ils avaient l'air heureux et ils avaient l'air de réussir. Et donc c'est là que j'ai réellement commencé pour la première fois à me poser des questions de type: «Mais finalement, qu'est-ce que je veux vraiment?»
Parce que ce que je voulais jusque-là, c'était ce qu'on m'avait appris. C'était des questionnements qui n'étaient pas faciles parce que j'étais perdue. Je me disais, mais finalement, je me rends compte qu'on m'a quand même élevée en me disant, tu peux tout faire. Mais je m'étais jamais réellement posée pour me demander, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif? Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, parce que comme je dis, pour moi, travailler bien, ça suffisait pour avoir le bon boulot, ça suffisait pour tout le reste. Donc je dirais cette première personnalité, c'était vraiment fleur bleue dans cette naïveté, jusqu'à ce que la vie me dise, attends, 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 non, ça va pas se passer comme ça. Et dans un deuxième temps, je me suis réfugiée, comme je dis, dans le travail. Je me suis dit, bon, les relations, c'est trop compliqué. Le travail m'a toujours rendu service. Et donc, je me suis jetée à 1000% dans le travail. Et il y a cette partie qui fait que ça a l'air d'être une stratégie qui fonctionne. Oui, oui, C'est ça, oui, c'est satisfaisant. c'est ça. Tu ressens un retour, il y a une reconnaissance aussi sociale et autres. Et donc, j'ai eu cette phase, je dirais, entre mes 25 ans jusqu'à mes 32 ans où j'étais hyper satisfaite de ma réussite professionnelle. Donc, à cette époque-là, c'était vraiment bosser, rien ne m'intéressait à part ça. Jusqu'à ce que, et ça je disais, j'ai fait cette prise de conscience cette année. Ma mère est décédée à ses 36 ans. Et c'est après que j'ai pris conscience, mais c'est à mes 36 ans aussi que je me suis levée un matin et que je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est que ça, la vie? Et tu avais quel âge 36 ans. Elle avait quel âge? Elle avait 36 ans, Oui, mais toi, tu avais quel âge quand elle est partie? j'avais 13 ans. Ah oui, c'était J'avais jeune. 13 ans. Et avant ça, elle avait été malade longtemps. Donc, de ce côté-là aussi, j'en avais pas vraiment pris conscience. C'est après que je me suis dit, ah, mais tiens, peut-être qu'il y a un lien, que c'est à 36 ans que je me suis vraiment posé des questions pour me dire, écoute, est-ce que c'est comme ça que je vais continuer de vivre toute mon existence? Et je me rappelle aussi, bon, je suis très proche de mes tantes et autres, et elles m'entendaient dire que non, que toute mon identité, que genre ce qui fonctionne bien, c'est tu travailles dur et tu es récompensé par la vie. Et puis je me rappelle, une de mes tantes m'a dit, mais qui t'a dit ça en fait? Qui t'a dit qu'il faut travailler dur pour l'un se les mettre? Et pour les non-wolophones? Pourquoi tu veux rendre difficile absolument tout ce que tu fais? Pourquoi tu veux mettre de la difficulté? Et pourquoi est-ce que tu associes la réussite à de la difficulté? Et c'est une période aussi où bon, je consommais beaucoup de contenu sur tout ce qui est développement personnel et tout ça, notamment le contenu américain. Oui. Et c'est l'époque où tu as des gens qui te crient dessus, qui te disent oui, il ne faut pas dormir la nuit. Les gens qui ont réussi à dormir dans leur voiture. Et donc, ça a renforcé ce côté de c'est ça la solution. Et donc, ça se brise à mes 36 ans, c'est clair. Je me réveille un matin et je me dis, mais attends, est-ce que finalement je suis vraiment heureuse? Est-ce que c'est vraiment ça le bonheur pour moi? Et que j'ai tout cassé pour tout réapprendre, À tes vraiment, 36 ans. à mes 36 ans. Oui, tout ce qui ne faisait pas de sens pour moi. Donc, j'ai commencé à réinterroger un peu tout. Et puis après, entre-temps, j'ai eu un parcours de coaching, comme tu sais, où j'ai fait une certification. Et là aussi, ça m'a poussée à me questionner sur tous les projets dans lesquels je m'étais engagée. Parce qu'on va te demander, mais pourquoi ce projet? Pourquoi tu t'es lancée? Et je me suis rendu compte que la réponse à toutes ces questions, c'était pourquoi pas? Je me suis lancée dans ces projets parce que j'avais le sentiment, je me disais, ah, mais pourquoi pas? Donc, dès qu'on me parlait de quelque chose, je disais, ah, mais pourquoi pas? Et j'avais le sentiment que oui, je pouvais tout faire. Et donc, il n'y avait pas réellement cette réflexion sur quel objectif je veux atteindre par rapport à ça. Il y avait cette légèreté de, oui, tant que c'est possible, tant que je peux, j'y vais. Et donc, quand je me pose cette question à mes 36 ans, c'est là que je commence à dire, OK, écoute, il va falloir que je teste maintenant pour savoir ce que j'aime vraiment. Oh. Et c'est arrivé à tes 36 ans, après avoir fait tout ce parcours. Oui. Et dans ce cheminement-là, tu arrives finalement à te dire, bon, les relations, c'est compliqué. Oui. Je mets le focus sur le travail. Oui. Et je travaille. Oui.
oui. Et donc, ça a duré des années Oui, où tu as eu cette satisfaction du travail bien fait, oui, où tu t'es investi. Et en fait, ça a nourri intérieurement des croyances mm, qui sont véhiculées dans tous les contextes et oui, dans toutes les sociétés. oui. Et c'est ce qui me rappelle là tout de suite en mémoire. Il y a au Sénégal un chanteur qui est très célèbre, qu'on connaît à l'international, qui est Youssou N'Dour, Mm, et qui, dans une de ses chansons, dit Teranga Aduna, liggéey dong moko mën joxe, mm. pour dire que tout ce que l'on veut avoir dans la vie, on ne l'obtient que par le De faire le travail. travail. Et donc, ça renforce aussi ces croyances dont tu parles, qui Absolument. consistent à dire que si je travaille, alors je vais réussir. Ouais. Si c'est difficile, alors je vais m'en sortir. Mm, Jusqu'à ce qu'on te dise, mais pourquoi est-ce que tu rends les choses difficiles? ouais. Et Mm, cette étape des 36 ans qui arrivent, qui correspondent à l'âge où ta mère est partie, mm, et où tu te poses des questions en te disant, mais est-ce que c'est ça en fait? ouais. Est-ce que je veux vraiment vivre cette vie comme ça? Mm. Hmm. Vraiment. Et quand j'arrive à cette époque-là, comme je dis, je me rends compte qu'effectivement, dans le travail que j'ai eu à faire, et même dans les modèles que l'on voit, quand je regardais mon père aussi, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui s'en est sorti mieux que ses frères et sœurs. Et donc, moi, ce que je voyais, c'est que c'est parce qu'il a plus travaillé. Et ça renforce encore Et la ça croyance. renforce encore cette croyance-là. Et là, donc quand je me réveille un matin et que je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que c'est ça que j'aime? Je me rends compte que j'ai aucun baromètre, je n'ai rien pour mesurer, pour évaluer ce que j'aime ou que je n'aime pas, parce que je ne me suis jamais posé la question dans ce sens-là. Et puis après, il y a aussi ce côté un peu où dans la culture, on te dit, écoute, tu gagnes bien ta vie, tu es marié, tu as des enfants, mais de quoi tu te plains? Pourquoi on t'entend? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi on t'entend? Mais c'est ça. Et regarde derrière toi tous ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas de travail, etc. Donc, de quoi tu parles? Et je disais, je suis allée voir mon père en lui disant, oui, qu'est-ce qui te passionnait? Il m'a dit, mais de quoi tu parles? Arrête avec tes questions, parce que c'était la partie du coaching. Donc, au début, je me retourne vers les autres pour poser des questions. Et puis, donc, c'était genre, moi, je suis bien, je suis content dans ce que je suis. Et il est resté dans son schéma où il est satisfait dans ce qu'il est. Et donc, j'étais vraiment seule dans cette quête. Et souvent, je dis, il y a des personnes qui arrivent à savoir, peut-être ceux qui sont dans les industries créatives très tôt, des personnes qui arrivent à s'écouter, qui arrivent à te dire, oui, mon instinct me dit que, et tout ça. Mais moi, je pense que j'avais tellement coupé tout ça. Dès qu'on me parlait de sujets de type ses émotions et tout ça, j'ai dit, oh non, 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 c'est trop, c'est trop compliqué tout ça. Laissez-moi aller travailler. J'entendais les gens dire surmenage, je disais, mais surme quoi? Mais non, il y a une routine, je suis ma routine, et tant que je suis ma routine, tout va bien. Et alors, du coup, maintenant, pour apprendre à découvrir ce que j'aime vraiment, comme j'ai pas ce sentiment d'avoir l'intention de, etc., je me dis, il faut que j'essaye. Et à cette époque, j'ai touché à tout. Je me suis inscrite à des cours de violoncelle, j'ai fait de la mosaïque, je me suis inscrite à des cours de danse, j'ai ouvert un centre de yoga, j'ai vendu des sandwichs dans un food truck. Je me suis associée dans un restaurant. J'ai fait plein de choses. À ce moment-là. Plein de choses à ce moment-là. Et c'était pour aller à la découverte de qui tu étais. De qui j'étais vraiment. De pouvoir savoir ce que j'aimais. Et du coup, ça faisait que même quand il y avait une situation qui ne fonctionnait pas, j'étais plus dans une démarche d'exploration où je me disais, ah, OK, donc c'est ça la fin de cette expérience-là. OK, d'accord, je vais changer. OK. Donc, en fait, toi, ton prisme de départ, c'était je fais les choses, pourquoi pas? Oui. Et avec le parcours de développement personnel, rentrer dans le coaching, commencer à te poser des questions et surtout à te regarder toi-même, Oui. c'est ce qui t'a permis finalement d'explorer plusieurs pistes Oui. pour voir dans quoi est-ce que tu te sentais à l'aise et ce que tu aimais réellement faire. Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Donc déjà, cette période où j'ai dû expérimenter beaucoup de choses, où j'ai appris à faire cette distinction
entre un travail qui pouvait fonctionner, mais qui n'apportait pas de satisfaction. Et finalement, quand je me suis rendu compte que c'est la formation et le coaching qui me passionnaient réellement, c'est arrivé par hasard, j'ai envie de dire. Parce que pendant que j'allais dans toutes ces aventures professionnelles-là, c'était plus tester différentes opportunités qui étaient là présentes. Et en parallèle, je m'étais réimpliquée dans le milieu associatif. Parce que tu te rappelles, je disais, j'avais arrêté tout ça. Oui. Je me rappelle quand je faisais mon parcours de certification et que j'étais en face de personnes, celle qui nous formait, Mary, me disait, je te connais. Je sais que dès que tu t'es rendu compte que la personne allait pleurer et rentrer dans ses émotions, tu es sortie de là-bas. Donc, à cette période, je me mets dans le milieu associatif. Et donc, à former, parce que bon, j'avais eu toute cette expérience-là et autres, et je commence à offrir, et c'est le rôle que je me donnais dans toutes les associations dans lesquelles j'étais impliquée, que ce soit Festic, que ce soit Leader, et j'adorais ça. Ensuite, on a commencé aussi à rentrer plus dans les villages avec les femmes qui étaient vraiment analphabètes. Et donc là, le questionnement aussi, là aussi, le coaching m'a beaucoup aidée parce que je pouvais observer les personnes, c'est beaucoup ce qu'on apprend, et me rendre compte que, attends, je suis en train d'expliquer un concept, mais quand je regarde les gens, je me rends compte qu'ils ne le comprennent pas. Donc j'ai arrêté et je reprenais en Wolof. Et je recommençais à me poser les questions de type, c'est pas de la traduction, mais il faut que je puisse vraiment contextualiser. Je me suis découvert vraiment une passion dans ce sens-là. Et là aussi, comme je dis, j'aimais réparer et je me disais pourquoi les choses ne se font pas. Là, je me rends compte que, mais attends, quand tu es analphabète, Internet, c'est du chinois. Tu as que du divertissement. Il n'y avait pas encore TikTok, il n'y avait pas encore les podcasts ni rien à l'époque. Et je me dis, mais c'est une catastrophe. On a plus de 50% d'analphabètes. Quand elles ouvrent Internet, c'est que du divertissement ou du média. Genre moi, je ne sais pas, quand tu as une angine, tu vas sur Google, même si Google te dit tu vas avoir un cancer. Avec des réponses Mais au moins, voilà, ou bien tu peux avoir une infection, tu regardes, il y a une certaine intimité, une confidentialité que tu peux avoir en faisant des recherches pour toi-même. Et là, je rencontre ces femmes qui n'ont pas ça. Même quand elles veulent rédiger un projet, donc toute leur vie est dehors parce que tout ce qu'elles veulent pouvoir faire, elles sont obligées d'aller vers un enfant, d'aller vers une personne et autres. Et donc là, je commence à me dire, OK, il faut que je crée du contenu éducatif sur l'entrepreneuriat, qui était vraiment la thématique qui m'intéressait, en Wolof. Donc c'est comme ça que ça a commencé sur la partie formation. Après aussi, quand je me suis questionnée sur quel type d'accompagnement je voulais offrir, j'ai laissé tout ce qui était développement personnel et tout ça. Je me suis reconcentrée vraiment sur le côté affaires, business. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à oser dire non à un certain nombre d'opportunités, que j'ai commencé vraiment à faire la part des choses, à choisir même mes clients. C'est là que je dis que c'est quelque chose que j'ai découvert par hasard. Je prenais plaisir à le faire. J'avais les compétences pour le faire également, parce que tout mon focus était vraiment sur l'autre. Comment j'allais partager pour que la personne puisse comprendre. En fait, c'est très riche parce que tu as opéré une vraie bascule entre le travail productif, non satisfaisant, à l'accompagnement qui permet à l'autre de se libérer et d'être autonome. Mais tu vois, en fait, quand tu parles du travail qui n'est pas satisfaisant, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui baignent dedans, qui se retrouvent obligées à effectuer des activités ou des tâches quotidiennes sans pour autant que ça corresponde à ce qui les anime, à ce qui les fait vibrer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, de façon très réaliste, je dirais que si aujourd'hui, le coaching ne marchait plus et que la formation ne marchait plus, j'irais faire le travail non satisfaisant parce que quand même, il y a ce mindset que j'avais de il faut bosser pour payer les factures, pour régler et tout ça.
c'est quand même quelque chose qui est resté, qui me sert encore aujourd'hui. Okay? Parce que on ne peut pas seulement fonctionner au gré de nos émotions, de nos envies, que je trouve instables. Hein, parce que bon, ce que je voulais quand j'avais 36 ans, c'est différent de ce que je veux quand j'en ai 46. Et je dirais que c'est peut-être la dernière transition, mais pour moi, c'était aussi, il y a une réalité, il y a des objectifs, et je vais faire ce que je dois faire pour atteindre cet objectif-là. Sauf que la grande distinction, c'était de comprendre ce que j'ai besoin de faire, que ce soit pour payer des factures, pour atteindre certains objectifs financiers, mais au moins j'ai cette conscience de, je suis en train de faire ça, c'est peut-être une transition vers ce que je veux vraiment faire. Mais ce que je trouve difficile, c'est que, en tout cas, si on n'expérimente pas les choses, c'est très difficile de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire vraiment. Parce que j'ai eu des gens qui sont venus vers moi pour me dire, j'ai de l'argent, dis-moi ce que je dois faire, ou conseille-moi un projet. Dans quel projet est-ce que je peux investir? Dans quel projet est-ce que je peux investir? Et moi, je trouve que tant qu'on ne touche pas les choses, on ne peut pas savoir. C'est comme s'il faut vraiment rentrer dans cette expérience-là, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas savoir rien qu'en ayant l'idée du projet. Mais en fait, c'est tout le concept même de l'expérience et de l'expérimentation. Oui. C'est de vivre la chose pour pouvoir la sentir. Aujourd'hui, il y a des conseils que tu vas être très confortable à donner pour avoir fait le parcours. Pour d'autres, ça va rester de la théorie, mais dès qu'on va rentrer dans des questions plus pragmatiques, il n'y aura pas de réponse. Je dirais que ce qui m'a aidé à dépasser ça, c'est deux choses. Tout à l'heure, c'était drôle quand je le disais, mais c'était l'impunité des gens, parce que quelqu'un peut te faire du mal et on va te dire balko, masla. Balko, pour le dire. Pardonne, excuse cette personne, pardonne. Et donc, je le faisais, mais je trouvais quand même quelque part profondément injuste qu'on me demande de faire des concessions. Et donc, finalement, c'est moi qui suis, entre guillemets, la victime, et c'est moi qui dois encore faire des concessions. Donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, les gens vont continuer de faire ce qu'ils veulent, et si je continue de prendre sur moi, je n'aurai jamais cette satisfaction-là, donc je ne peux pas me baser seulement sur ce que la société recommande et tout ça. J'ai vraiment besoin de me libérer de ça pour aussi pouvoir faire ce que je veux. Donc, je dirais qu'à mes 36 ans, j'avais cette phrase où je me disais, je ne fais que ce que je veux 100% du temps. Je ne ferai pas du mal aux gens, mais je ne vais faire vraiment que ce que je veux. Je ne vais plus me forcer. Parce que je trouve que sur beaucoup de choses, on se force. Donc, peut-être s'il y avait une autre distinction, je dirais, entre ces deux périodes-là, c'est qu'à mes 36 ans, j'ai décidé que je ne me forcerai plus. Je ne me forcerai plus à aller dans des déjeuners où je n'ai pas envie d'aller, à aller à des cérémonies où je n'ai pas envie d'aller, et je ne mentirai pas aux gens en disant j'ai mal à la tête ou quelque chose. Je dirais, ah, tu sais, vraiment, ça ne me tente pas. Et les gens qui se sépareront de moi, pour cette raison, se sépareront de moi, mais au moins, je serai cohérente et je serai alignée avec ce que je veux vraiment faire. Surtout que pour moi, c'était un chantier de découvrir ce que je veux faire. Donc ça m'a aidée à ne pas vivre ces contraintes-là. Et ce qui m'a aidée aussi, c'est de prendre conscience que ma mère, quand elle est partie à 36 ans, elle est partie, tu meurs, tu es seule, en fait. Et donc, c'est là que quand on parle de se redonner la permission, c'était, il faut que je me donne la permission parce que les autres ne me demandent pas mon avis quand ils font ce qu'ils veulent faire. Et quand je meurs ou quand je suis toute seule dans mon lit, je suis toute seule. Donc, il faut que j'ai le courage parce que, comme tu dis, ça demande quand même une forme de courage, de s'affranchir parce que, bon, il y a cette peur de dire si je ne fais pas comme ce qu'on m'a toujours dit, si j'échoue, entre guillemets, c'est 100% ma faute. Ça. Je ne pourrais pas dire que... Et les autres aussi me diront, on t'avait dit. On t'avait prévenu. On t'avait prévenu. C'est ça. Donc, dans ce côté de se donner la permission, c'était vraiment ces deux éléments-là qui m'ont vraiment aidée. Et de dire, OK, je suis prête à subir 100% les conséquences dans les différents choix que je fais. Et de vraiment dire, je prends mes responsabilités par rapport aux différents actes que je pose. En fait, c'est très profond parce qu'il y a tout un travail intérieur qui te permet de prendre conscience que c'est toi qui es responsable de ta propre vie. Exactement. Et du coup, toi, finalement, ce travail de conscience t'a permis de te dire je fais ce que je veux, je ne fais du mal à personne, je reste consciente quand même que malgré tout,
on est seul. Mm. Et c'est ça qui t'a finalement ouvert la voie Oui, à ce choix multiple, à cette expérimentation oui, de tous les possibles, en fait, oui, qui s'offraient à toi. exactement. Parce que passer du travail non satisfaisant au violoncelle, il y a quand Ouais, même une distance. oui, Food truck, il y a quand même une oui. distance. S'associer dans un restaurant, c'est-à-dire tu as exploré toute une multiplicité de choses qui Mm, s'offraient à toi mm. parce que tu t'es donné cette permission. Oui. Et je donne un exemple simple. Même le violoncelle m'a énormément appris. Mhm. Parce que comme j'avais toujours été dans un travail intellectuel, si je comprends les principes, je sais faire un exposé, je sais, etc. Pour moi, tout ce que je devais entreprendre, le travail suffisait et devait être automatique. Sauf que là, je prends le violoncelle, j'ai les notes, je sais les faire, j'essaye de la jouer et ça ne Ça marche marche. C'est pas parce que C'est c'est exactement, c'est intellectualisé que ça exactement. marche sur le plan Et pratique. je me dis, mais pourquoi? Et là, j'ai même envie de te répondre, et pourquoi pas? Et donc là aussi, je me redécouvre parce que il faut que les doigts aient le temps de se muscler, il faut le temps que la mémoire se fasse sur les différentes notes. Et là, je regarde ceux qui jouent, on a l'impression que le violoncelle, c'est un prolongement de leur corps. Et je commence à me dire, OK, combien d'heures de violoncelle je dois jouer pour arriver à ce niveau et à chercher à calculer. Et je rentre dans un truc de, OK, un génie, c'est à peu près 10 000 heures, donc combien d'heures je dois mettre et tout, pour te dire à quel point j'étais confortable dans des systèmes, parce que je dis, c'était important pour moi d'avoir des systèmes, et donc j'ai dû désapprendre toute cette partie-là. Et je me rends compte qu'il n'y avait pas forcément de cause à effet par rapport à ce volet-là également. Mais donc, pour tout ça, pour revenir encore sur l'importance d'expérimenter les choses, de tester, d'essayer, pour vraiment pouvoir se redéfinir. Et quand je dis se redéfinir, quand j'ai décidé de dire, OK, voilà ce que j'aime. J'ai compris que c'était l'accompagnement, c'était les projets, c'était le coaching, l'entrepreneuriat. Je commence donc, je me lance, je crée Minapro. Et je disais tout à l'heure que j'ai une grande famille. Et donc, leur exercice favori, c'était « Allô Amina, j'ai besoin d'un projet ». Et donc, dès qu'elle me disait « j'ai besoin d'un projet », je lâchais tout ce que je faisais et je me concentrais sur leur projet. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dis « Mais Amina, est-ce que tu te rends compte que encore aujourd'hui, tu as plus de satisfaction à rendre service que même à toi gérer tes propres priorités ». Et donc ça aussi, je me suis vraiment re-questionnée sur ça. Pourquoi est-ce que je suis tellement pressée de lâcher ce qui est prioritaire pour moi pour rendre service aux autres? Et en creusant, je me suis rendu compte que parce qu'il y a une identité dont je ne m'étais pas encore départie, qui faisait que depuis mon enfance, comme je dis, les seuls compliments que j'entendais, c'était « tu es gentil ». Et donc encore là, même après avoir compris ce que j'aimais faire, ce qui était important pour moi, me priver, rendre service avait plus de valeur. Et puis aussi, on nous l'apprend, hein, le sacrifice, le sens du sacrifice et tout ça, avait plus de valeur que se rendre service à soi-même ou que me faire plaisir à moi-même. Et donc là aussi, c'était un deuxième, enfin, je ne sais pas combienième, mais un autre changement, une autre chose à réapprendre que, ah, OK, c'était correct de me faire plaisir à moi-même. Je ne suis pas égoïste en me choisissant. Et ça aussi, c'était un apprentissage. Donc, j'ai appris à dissocier le fait, c'était comme si j'ai eu à dire, OK, c'est bon maintenant. Tu n'as plus besoin d'être gentil avec tout le monde. Tu peux être gentil avec toi-même d'abord. Excellent. Mm. Excellent. Et en fait, ça opère un vrai switch intérieur. Oui. Parce que il y a une croyance qui est là depuis l'enfance. Mm. Tu es gentil. Et on a besoin, pour se sentir en sécurité intérieure, de faire vivre cette croyance par les actes que l'on pose, Oui. pour que les gens nous renvoient à cette identité de la gentillesse. Mm-hmm. Et dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est le verbe être. Tu es gentil. Oui. Donc, c'est comme si, en fait, tout ton être se limitait à la gentillesse. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, on sait, et comme tu le fais dans le développement personnel, que ce sont que des facettes de nous. Nous avons de la gentillesse. Oui. Nous avons de la bonté.
nous avons de la bienveillance, Mm. mais nous ne sommes pas que la gentille. Comment tu te sens intérieurement Mhm. au moment où tu sais que tu dois faire ce travail? Alors, c'était déjà, au moins pour moi, le fait de réussir à en prendre conscience. Et c'est là que je dis que c'est les outils du coaching, c'est ça qui m'a. C'est comme si je me suis coachée moi-même Oui, oui. en me disant, OK, je me rends compte que je suis satisfaite en faisant ça. Pourquoi est-ce que je suis satisfaite en faisant ça? Pourquoi? Jusqu'à prendre conscience de ça. Et ensuite, c'était OK, maintenant que j'ai compris d'où vient cela, je peux le déposer. Et donc, avec toute conscience, j'ai dit, OK, j'ai le droit de me faire plaisir à moi-même. Je ne suis pas définie que par ça. Si je dis non, ça ne veut pas dire que je ne suis pas gentille. Tout à fait, tout à fait. Je peux être. Et donc, c'était déjà dans le sens de dire, OK, déjà cette partie-là, je vais réinverser les choses, avoir cet équilibre entre ce qui est bon pour moi et ce que je vais continuer de faire pour les autres, mais je vais décider quand, comment et à quel moment je vais le faire. Donc ça, c'était une première chose. À l'époque aussi, comme je dis, j'ai passé une longue période à ne pas m'écouter, à me dire ce qui compte, c'est le travail. Pareil, il y a toujours cette image où on te dit, oui, it's me, it's you against you. Oui, oui. C'est toi contre C'est toi-même. toi contre toi, c'est cette version faible de toi contre cette version forte de toi. Donc, et il y a cet effet un peu pernicieux dans le développement personnel où on te fait penser que tu n'es pas assez bien. En te disant tout le temps, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même, il y a un sous-entendu que ce que tu es aujourd'hui, c'est pas assez. C'est pas la bonne version. C'est pas la bonne version, c'est pas suffisant. C'est ça. Et donc après, là aussi, le discours que j'avais même envers moi-même a changé. C'était la même période où j'ai dit non, tu sais, je reconnais qu'il y a cette version qui est plus faible de moi, qui a accepté des choses qu'elle ne voulait pas accepter et autres. Et j'ai dit non, mais en fait, cette version de moi, au lieu de la contrer, au lieu de la combattre, de la punir finalement, je vais l'embrasser. Je vais l'aimer, je vais la soutenir, je vais assumer, je vais dire oui, tu sais, c'est vrai que j'ai fait ces choix-là. Et j'ai appris à me pardonner et à dire, mais je ne pouvais pas faire mieux. Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai fait ce choix de dire, OK, j'accepte tous ces choix que j'ai faits dont je n'étais pas fière. J'aime toutes ces versions de moi. Je pardonne à toutes ces versions de moi. Euh, je n'ai plus besoin d'être la meilleure, je n'ai plus besoin d'être parfaite. Je suis là avec mes imperfections et je fais de mon mieux. Et ça aussi, ça m'a aidé à faire des choix difficiles dans ma vie, à l'époque dans ma vie de couple, où j'ai accepté de dire, tu sais, voilà le mieux que je peux. Je sais, c'est pas parfait. Je sais, c'est pas l'idéal, mais tu sais quoi? C'est le mieux que je puisse faire aujourd'hui. Et donc ça aussi, ça m'a apporté beaucoup de paix, beaucoup d'apaisement. Et quand je dis beaucoup de paix et beaucoup d'apaisement, c'est que je ne cherchais plus aussi à me forcer. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus dans cette traversée, que je suis, parce que je me rends compte que j'ai aussi, dans tous les projets où j'allais, comme je dis, j'y allais à fond. Et je disais, c'est pas grave, je mettais toute mon énergie. Et quand je me rendais compte qu'il y avait un mur, pour moi, j'avais bâti de la résilience en me disant, je survis à tous les échecs. Les échecs, c'est pas si grave. Et là, maintenant, j'arrive aujourd'hui, en tout cas, à une période où je dis, j'ai pas besoin d'aller à fond dans tout. Je peux y aller à mon rythme. Et puis bon, on comprend aussi quand on parle de cycle hormonal et tout ça, j'en prends plus conscience qu'il y a des périodes où je vais être à 1000%. Avant, je refusais de dire que je vais slow down. Pour moi, c'était inacceptable. Il fallait que je sois tout le temps à 100%. Et là, j'accepte que j'ai des périodes où je suis à 100% et des périodes où je suis à 20%, où je suis moins productive. En fait, c'est ça un peu ce mythe de la productivité permanente. Productivité et performance. Et performance. Oui. Ça, j'ai appris à déposer ça. C'est venu beaucoup plus tard, 10 ans après. Donc, quand je dis j'ai mes 36 ans, c'est venu dans une période où je dis, écoute, tu sais quoi, je peux être plus cool. Je n'ai pas besoin d'être première de la classe partout.
Et c'était même pas première de la classe en comparaison à l'autre, mais Mhm. c'était vraiment, comme je dis, dans ce volet où on te dit, faut être la meilleure version de toi-même, etc., que j'ai appris à me dire, écoute, tu sais, là où je suis là, c'est bien. Je me donne quand même des objectifs, mais j'accepte que c'est pas une course permanente. Oui. Et comme je dis, je suis quelqu'un qui a toujours eu d'énergie. Mhm. Pareil, je me suis jamais posé ces questions-là. Donc, comme je dis, c'est différentes phases. Oui, oui, oui. Là, en tout cas, dans cette phase de ma vie-là, c'est plus dans ce parcours-là, dans ce Mhm. cheminement-là Mhm. que je suis aujourd'hui. Apprendre à mieux m'écouter. Mhm. Apprendre à mieux t'écouter, Mm. parce qu'effectivement, ton parcours personnel t'a permis de réinterroger Mm. toutes ces croyances que l'on entend autour de nous. Et du coup, toi, ce que ça t'a permis de faire, c'est de prendre en considération toutes les versions qui étaient à l'intérieur de toi. Mm. Toutes ces versions qui ont posé des actes pour lesquels, à un moment donné, tu n'étais pas forcément satisfaite ou fière, Mm. mais tu as décidé d'embrasser toutes ces versions de toi Mm. et de leur donner ton pardon Oui, et de, et de les aimer. et de les aimer. Donc de les aimer, de pardonner, Oui, de les reconnaître oui, et de dire que finalement, tous les actes qui ont été posés parce que je ne pouvais pas faire autrement. oui, Mais tu n'es plus dans cette logique de dire je dois toujours délivrer, je dois toujours performer, je dois toujours donner le meilleur de moi-même. ouais. Aujourd'hui, tu t'accueilles toi-même Mm. avec apaisement parce que tu as appris à mieux t'écouter. Mm. Qu'est-ce que ça fait de vivre ça? C'était pas facile. Mhm. Euh, je me rappelle au début, quand j'avais ces périodes-là où j'étais plus down, je dirais, ou en tout cas j'avais moins envie, je voulais juste être dans un coin, lire un livre et ne pas être sur un objectif que j'étais en train de poursuivre parce que ça venait un peu en porte-à-faux Oui. avec ce que j'avais toujours dit, même avant, avec le fonctionnement que j'avais toujours eu de il faut détacher les émotions du travail et autres. À l'époque, c'est mon époux qui m'a beaucoup aidée. Parce que c'est lui qui me disait, mais écoute, c'est OK. Oui. Parce que je m'en voulais, en fait. Parce que du coup, quand j'avais cette variété dans la performance ou dans le fonctionnement, après, je culpabilisais. Je me disais, OK, il faut que je rattrape maintenant. Le temps où j'étais pas down, il faut que je la rattrape. C'était pas facile de comprendre que, comme tu dis, hein, parce que comme je dis, moi, je me suis jamais intéressée à tout ce qui était cycle, nature, etc. Je trouvais ça trop compliqué. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que ça s'impose à moi. Jusqu'à ce que, et comme je dis, après, pareil, hein, on se pose des questions, on continue, hein, je pense que ce questionnement-là, il continue sur le sens de la vie, sur le sens qu'on veut donner à sa vie. Et après, on se rend compte, hein, je regardais un reportage où on montrait au Japon toutes ces maisons abandonnées, des villages fantômes. Et je disais à mon frère, je lui disais, écoute, ce qui me fait mal, c'est pas que enfin, ou en tout cas, ce qui me touche profondément, c'est pas que ce soit devenu des villages fantômes, mais c'est toutes ces personnes-là, enfin, qui sont parties et qui ne manquent à personne. Le système a continué de fonctionner. C'est pas comme si on se dit, cette partie de la population qui a disparu, on ne peut pas combler et tout. Je dis non, la vie, elle a vraiment continué comme elle continuait. Et donc après, pour moi, dans ce parcours-là, c'était de dire, tu sais, j'ai peut-être donné trop de pouvoir au travail, même si c'est vrai que pendant un moment, ça m'a apporté énormément de satisfaction, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et que donc après, lors des priorités aussi, c'était en termes de connexion, en termes de relations, ce que j'avais mis de côté. Finalement. C'est que sur toute une première partie, je me dis, mais finalement, ce que j'avais mis de côté, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus important. Et qu'il faut que je recommence maintenant à me créer des espaces où je peux reconnecter avec les personnes. Donc, c'est sur cette partie-là que maintenant, je suis en train de plus travailler. Je ne suis pas encore arrivée. Oui, mais c'est un cheminement. Mais c'est ça. C'est un cheminement parce qu'effectivement, c'est très touchant quand tu parles de ces villages au Japon où finalement, tu le dis, hein, ces personnes ne manquent pas aux autres. Et c'est toute la réalité
qui peut être perçue difficilement par certains, Mm. mais c'est toute la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'on va avoir des attaches émotionnelles, Mm. mais une fois que les gens partent, l'homéostasie naturelle Mm. du système de la vie, madame qui aime les systèmes, Oui. tu vois, donc comme on est dans un système, quand il y a un élément du système qui n'est plus là, le système se réorganise. Absolument. Il se réorganise pour combler Mm. de manière à droite ou maladroite, mais en tout cas, le système se réorganise Mm. pour pouvoir continuer à fonctionner. Oui. Et nous, à l'intérieur de nous-mêmes, d'un point de vue physiologique, Mm. c'est de la même manière que ça fonctionne quand on cuisine ou qu'on a une blessure, on se coupe Oui. en faisant la cuisine. Il y a des éléments par la blessure qui sortent de notre corps, Mhm. mais dans son homéostasie, le corps va tout réorganiser Ouais. pour qu'on continue à fonctionner Fonctionne. normalement. Mm. Si on sort de notre corps et qu'on le regarde à l'échelle de la société et à l'échelle de la planète et à l'échelle du système de la vie, Mm. c'est exactement de la même manière que ça se passe. Et donc, c'est là où prend son sens quand tu nous dis prendre le temps de s'écouter et de faire ce que l'on aime. Parce que finalement, le jour où on ne sera plus là, le système va se réorganiser pour continuer à fonctionner. Et alors, ma question là qui me vient, c'est quand tu as toutes ces versions de toi aujourd'hui, que tu reconnais, que tu accueilles, que tu as embrassées et auxquelles tu as pardonné, quand elles sont en contradiction, quand il y en a une qui tire à gauche, l'autre qui tire à droite, comment tu fais pour négocier à l'intérieur de toi avec toutes ces versions? Alors, je dirais que dans mon parcours, j'ai été 100% de chaque version. J'ai pas, enfin, les seules contradictions, j'ai envie de dire, c'était dans des phases de transition. Mais une fois que j'ai épousé une version, j'ai envie de dire, quand je suis dans quelque chose, je suis vraiment 100% dans ça. C'est ça. Donc, autant je dis, je reconnais que cette partie de moi qui était à fond sur le travail m'a été très utile et autres. Autant aujourd'hui, j'apprends à faire la part des choses, mais j'accepte aussi que, OK, si j'avais besoin à nouveau de travailler, même sur un travail qui ne m'apporte pas satisfaction, je comprends pourquoi je le fais, mais au moins je le fais consciemment, je ne le fais pas par automatisme. Et sur tout ce qui pourrait m'apporter des contradictions, j'ai envie de dire, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, je veux faire, je veux pas faire. Je prends vraiment le temps de m'écouter. Quand je dis je prends le temps de m'écouter, en travaillant sur moi-même, j'ai aussi appris à faire la distinction entre ce qui est envie ou ce qui est une idée et ce que je veux faire profondément. J'ai appris qu'il y a des moments que les meilleures décisions de ma vie, j'ai eu à les prendre à des moments précis, dans des moments de calme, dans des moments de silence, en général très tôt le matin. Donc, en général, si la superbe idée me vient à 17h, je vais attendre. Je lui dis, toi, tu attends. Attends un peu. Que je vérifie si à 5h du matin, quand je serai dans le calme, dans mon espace, dans ma solitude, est-ce que je te trouverai toujours aussi importante, aussi intéressante, ou bien est-ce que s'il y a des tensions à ce moment-là, je lâche prise. Et aussi, un choix que j'ai fait dans dans tous les projets dans lesquels je décide de m'engager, il faut que ce soit un hell yeah, oui, un oui, mais comment dire, pur. C'est ça. Sans hésitation. Sans hésitation, c'est ça. J'ai appris que, OK, si finalement j'ai du doute ou que j'ai le sentiment que et autres, en général, maintenant j'ai appris à me retirer et à dire, OK, peut-être que je ne comprends pas pourquoi, mais si c'est pas vraiment, si je ne suis pas capable d'y aller à 100%, j'y vais pas. Donc, le vrai oui pour les projets. Oui. Et là, c'est le vrai oui qui vient. Oui. Quand il y a questionnement, contradiction, ballottement entre deux personnalités ou deux versions de toi, tu les mets à ce baromètre-là, tu les amènes au matin et tu évalues leur pertinence, tu les jauges pour savoir si ça vaut vraiment la peine. Je me suis rendu compte que j'ai besoin de cet espace. Et à un moment, même quand j'avais décidé de refaire le sport le matin très tôt, je me suis rendu compte que le fait de ne pas avoir assez de temps pour être vraiment seule, avoir une petite routine matinale comme ça,
le fait de juste me réveiller et plonger 30 minutes après, je suis dans le café, je suis les enfants et autres, me fait perdre mes repères ou ma boussole, je dirais. Ou aussi m'amène plus d'instabilité Oui, dans mes cycles. oui. Et donc, j'ai compris que j'ai besoin de ce tampon de minimum 1 heure de temps Mhm. le matin, Mhm. juste pour moi. Mhm. Et les meilleures décisions que je prends, je les ai prises à ce moment-là. Mhm. Donc, ce qui fait que même si on m'a conseillé, on m'a donné des idées et autres, ou en tout cas, je peux sentir une pression Mhm. parce qu'on t'a conseillé, parce Oui. que vous étiez en groupe, tout le monde a dit ah oui, c'est super, etc. Ou des personnes qui ont de très fortes personnalités qui vont te dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que tu as besoin de faire. On en a comme ça au On les Sénégal. connaît. Donc, j'ai appris vraiment le matin à dire oui, mais finalement, est-ce que c'est ce que je voulais vraiment faire ou bien est-ce que est-ce que j'ai été influencée Mhm. à, sur ce volet-là. Mhm. Mm. Donc, c'est ce temps de retrait, Oui. le temps de recul que tu prends Mm. pour jauger, en fait, finalement, Oui. avant de t'engager. Est-ce que ce dans quoi on t'appelle, Oui. est-ce que ça résonne? Oui. Donc, quand la conversation se passe, en général, je dis oui, je vais réfléchir. La personne me dit oui, voilà ce que je pense. Je ne suis même plus dans le débat sur beaucoup de choses. Hein. Mais je me dis OK. Et puis après, maintenant, quand j'ai pris le temps de réfléchir, et puis après, je m'assure que ce que je veux, que ce que je fais, comme je disais, c'est ce que je veux vraiment. Non, c'est extraordinaire parce Mm. qu'on sent en fait finalement que tu es parvenu à composer avec cette multitude de versions de toi Mm. et aujourd'hui ça te permet de trouver un équilibre dans ce que tu fais. Oui. Comment est-ce que tu pourrais orienter les personnes qui se sentent perdues Mm. en se disant mais moi j'ai trop de tiraillements? Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, en général, je les recommande à quelqu'un d'autre. Et ça change pas. Je leur ai dit, dans mon accompagnement, j'accompagne les personnes qui ont fini ce parcours-là et qui savent ce qu'elles veulent faire et qui sont dans 100%. Voilà, je sais que c'est ça le projet que je veux faire, ou ça fait 2 ans que j'ai commencé, je veux me structurer, etc. Là, c'est clair pour toi. C'est clair pour moi, je sais accompagner dans ce sens-là, je sais proposer des systèmes, etc. Mais dans le doute, je dis teste. Oui. Honnêtement, c'est pour ça que je dis, pour moi, à l'époque où j'étais dans cette quête-là, personne n'aurait pu m'accompagner parce que j'avais besoin de vivre les choses. Peut-être, c'est pour ça que je dis, là où le coaching m'a aidée, je n'étais pas dans une démarche de projet en tant que tel. C'était plus dans cette démarche de je suis en quête de moi-même, de pourquoi j'ai dit oui à certaines choses, pourquoi ces choses-là étaient cohérentes pour moi à l'époque où je les ai faites, ou même pourquoi j'ai accepté ces choses alors que profondément je savais que je ne voulais pas les faire. Donc, comme je dis, j'ai toujours été 100% de ce que je faisais au moment où je le faisais. Donc là-bas, c'était d'abord un exercice pour moi de découverte de quels sont les choix que j'ai eu à faire et à partir de là, quels sont les choix que je ferai. Donc, moi, c'est pour ça que je dis, les personnes qui sont dans cette quête-là, je les recommande à quelqu'un d'autre parce que j'ai pris du temps. Et je pense qu'il faut prendre le temps. Et je pense que des personnes sont très compétentes pour aider des personnes qui sont dans ce doute-là, dans ces questions-là et autres. Mais ce n'est pas dans ça que moi, je m'épanouis. Et comme dans ce que je suis oui, dans 100%. Donc, honnêtement, dès que quelqu'un m'appelle pour me dire oui, je suis démotivée, il y a des mots, dès que je les entends, je dis non. Je dis, je ne suis pas la bonne personne pour toi parce que moi, je suis la personne qui va te pousser à construire dans ton projet et tout ça, mais je ne saurais pas t'accompagner dans cette phase d'indécision. Non, je ne sais pas faire ça. Oui. Et en fait, finalement, ton cheminement t'a permis d'avoir de la clarté Oui, dans ce que tu fais absolument. et de la lucidité dans ce qui te nourrit dans ton travail. Oui. Non. Là, c'est de dire, je sais que cette partie-là ne me nourrit pas. Oui. Tu dis, je ne sais pas faire, mais en même temps, moi, je pense que c'est peut-être parce que c'est clair pour toi que tu ne veux pas. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est quelque chose dans lequel tu ne t'investis pas aujourd'hui. Et donc, tu as gagné en clarté, tu as gagné en lucidité
Et ça te permet aussi de pouvoir être en total alignement avec la personne que tu es devenue. Le fil de nos échanges, au début, tu me disais, je suis une femme qui aime partager. Qu'est-ce qui a été le fil conducteur de toutes ces versions de toi? Bonne question. Je dirais, dans un premier temps, c'était faire, c'était donner, sans réfléchir à moi, j'ai envie de dire. Donc, c'était quand même tout ce que je pouvais donner, je le donnais dans tout ce dans quoi je me suis engagée. Et il y a eu une deuxième phase où j'ai décidé de me donner à moi-même aussi. En fait, dans le partage, je me suis inclus. Dans la première phase, c'était du partage, mais pas à mes dépens, mais vraiment sans tenir compte de moi, ce dont j'avais besoin aussi. Et je suis arrivée ensuite dans une deuxième phase où il fallait qu'il y ait une cohérence entre ce que moi je voulais donner, mais également ce dont j'avais besoin pour être épanouie. Et c'est vrai que quand on fait ces choix-là, on se sépare de beaucoup de personnes. Sur certaines choses, j'ai dû être radicale. Par exemple, à un moment, j'ai décidé que j'écoutais plus les infos. Les gens qui m'envoyaient des choses violentes, je les unfriend, je leur dis ne m'envoyez plus de choses négatives, parce que je me suis rendu compte que ça m'affectait et que ça m'épuisait également. Les groupes WhatsApp où j'étais, où il y avait trop de tensions aussi, j'ai quitté. Et donc, j'ai vraiment appris à reconstruire ma bulle, j'ai envie de dire, reconstruire aussi l'environnement dans lequel je voulais être. Et quand tu parles de clarté, c'est vraiment ça. Et je savais que dans les échanges dans lesquels je voulais être, et là aussi où je pouvais apporter le plus, c'était justement en travaillant avec des personnes qui ont déjà fait ce travail-là et qui savent que, OK, elles sont arrivées à une certaine forme de maturité par rapport à leur activité professionnelle. Et là, les conversations sont phénoménales. Maintenant, il arrive que, bien sûr, on démarre sur une problématique business. Et puis, bon, il n'y a pas vraiment de distinction entre la personne qu'on est humainement au quotidien et le côté travail. Mais au moins, je sais que je ne suis pas sur cette partie de transition qui mène à réfléchir à comment je veux réorganiser ma vie et tout ça. Je suis vraiment plus à l'aise et épanouie dans comment on construit ça. Et peut-être, je dirais, le fil conducteur, c'est ça. Je suis vraiment dans oui, comment on fait. Oui. Ouais. Comment on fait et ce comment on fait, en fait, ça te connecte à la petite fille qui disait comment on répare. Oui, Donc, oui. comment on répare, c'est factuel. Oui. Comment on se répare, je laisse les autres. À chacun son métier. Et en fait, ce qui est finalement, toute cette trame-là nous montre que la petite fille a eu besoin de s'affranchir de certaines croyances parce qu'elle a fait face à la vie. On nous éduque dans un cocon en nous faisant croire que ce qu'on nous dit, c'est ça. Mais quand la vie se montre à nous, on la découvre autrement. On découvre les interactions différemment. On arrive à un moment donné dans notre vie, quelle que soit notre expérience, où on fait face à nous-mêmes. Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est cette vie-là que je veux avoir jusqu'à la fin? Est-ce que ça me fait vibrer? Et à partir de ce moment-là, toi, tu t'es donné la permission d'expérimenter. D'expérimenter plein de choses pour voir effectivement dans quoi tu te plaisais et ce que tu avais vraiment envie de faire, jusqu'à trouver pas la voie, parce que la voie, on la cherche toujours, mais le créneau dans lequel tu t'épanouis, qui est l'accompagnement, mais de personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent. Pour celles qui sont dans la transition, tu les réfères à consoeurs, confrères, collègues ou d'autres profils. Mais au moins, aujourd'hui, c'est clair pour toi. Donc, plusieurs identités pour aujourd'hui aboutir, pas forcément à une seule identité, mais au moins à une cohérence. Oui. Aujourd'hui, tu as, dans ce que tu dis, une cohérence dans tes choix, que ce soit relationnel, dans tes choix professionnels, dans tes choix, même par rapport à ce qui t'environne. Parce que tu dis, tu as dû reconstruire cette bulle pour pouvoir t'y sentir. Et maintenant, tout ce que tu avais mis de côté, c'est pour toi devenu le moment de te reconnecter à cela. Qu'est-ce que tu voudrais nous rajouter
par rapport à tout ça, parce que pour moi, tu nous as permis finalement de découvrir ton cheminement intérieur. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous rajouter? Je dirais que quand on arrive à cette étape où on s'est donné le droit de recommencer, Mhm, reconstruire, mhm, qu'on a appris à se pardonner, qu'on a appris à s'aimer soi-même. Peut-être que souvent, pour ceux qui n'ont pas fait ce travail-là, qui vont écouter, ils vont se dire oui, mais c'est de, entre guillemets, de l'égoïsme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au contraire, mhm, plus vous êtes généreux avec vous-même, mhm, plus vous êtes bienveillant avec vous-même, et plus vous arrivez à être généreux avec les autres et à être bienveillant avec les autres, parce qu'on comprend que ces personnes-là sont à un moment de leur parcours oui, et qu'elles font de leur mieux aussi tout à fait, avec les ressources qu'elles ont au moment où tout elles à sont fait, en train de le faire. tout à fait. Et donc aussi, je trouve que ça apporte beaucoup de bonheur et Mhm, beaucoup de, j'allais dire, de sérénité mhm, dans les relations avec tout le monde, mhm, parce qu'on apprend aussi à mieux les accepter dans ce qu'ils sont en train de faire, mhm, tout en sachant comment nous protéger nous, mhm, mais ça évite aussi d'avoir de la frustration, de la colère. mhm. On comprend aussi que les autres ne font pas les choses contre nous, Oui, oui, mais qu'elles font les choses par rapport à tout elles-mêmes et à par fait, rapport tout à ce à qu'elles savent fait, tout à faire. fait. Et donc ça aussi, pour moi, je dirais, avoir fait ce travail-là m'aide aussi, m'a beaucoup aidé dans Mhm, mes interactions avec les autres, m'aide mhm, à ne pas me fâcher, à ne pas mhm, m'emporter mhm, quand certaines personnes ont un certain mhm, comportement. Le fait de comprendre aussi que de m'être donné le droit de faire ce que je veux, de faire ce que je veux aussi, j'ai envie de dire, ça crée comme une zone de tampon par rapport à ce que les gens font, parce que finalement, on est tellement satisfait, on oui, est tellement oui, plein que oui. ce que les gens font ou ne font pas, ça ne vient pas nous perturber finalement parce qu'on a pris en charge, on s'est créé cet environnement et ça nous permet d'avoir de la distance dans les rapports avec tous les autres et toutes les autres personnes qu'on a. Donc, je dirais oui. C'est en ça que ça a été déterminant dans aujourd'hui mes rapports avec toutes les personnes que je Mhm, croise. mhm. Mm. Donc, en fait, finalement, ce que tu nous partages, c'est apprendre à s'occuper de soi-même, Oui. être gentil avec soi-même, se pardonner. Mm. Parce que c'est quand on le fait qu'on arrive à mieux le faire pour les autres. Mm. Et c'est dans cette multiplicité de nos identités, dans cette multiplicité des versions que nous portons, que le pardon, la bienveillance à soi, l'amour de soi, Mm. la gentillesse pour soi, nous permet de trouver cette forme de cohérence. Très bien résumé. Moi, en tout cas, je ne sais pas toi, mais je me suis régalée en t'écoutant. Est-ce que tu aurais un mot que tu voudrais laisser à Amina plus jeune? Si tu pouvais la regarder, si tu pouvais juste te connecter à elle, Amina, qui est partie en France et qui vient tout juste de se rendre compte que la vie, finalement, c'est pas la bulle en famille. Si tu Mm. avais 2 ou 3 leçons à lui laisser, ce serait quoi? Le mot la phrase qui me vient, c'est une phrase en anglais, c'est You are enough. Tu es assez. Oui, Oui, tu es assez. oui. Mm. À son âge, comment elle pourrait le comprendre? Mm. Je sais que ça, elle se poserait beaucoup de questions. Oui, en t'écoutant, elle se dit, oh, ok. En m'écoutant, oui. Oui, parce que je dirais que peut-être à cette époque-là, c'est penser que euh, être assez, c'était par rapport justement à la performance, à des diplômes et autres, ou associer en tout cas la réussite professionnelle, la réussite au niveau financier à la réussite personnelle. Et c'est de dire finalement, non, ce que tu es aujourd'hui, c'est 100%, et c'est différent de ce que tu fais. Je pense qu'il y a eu beaucoup cette confusion entre ce que j'étais et ce que j'avais besoin de faire et que je pensais qu'il fallait que je fasse pour être. Donc, ouais. Donc, à la Amina plus jeune et à toutes les Amina de son âge qui sont en devenir Ouais. et qui écoutent et qui se projettent et qui finalement font face à la vie, Mm. tu leur dis tout simplement qu'elles sont assez, Mm. qu'elles n'ont pas forcément besoin d'en faire plus Mm. et que faire, ce n'est pas être. Être. Et en même temps, avoir aussi Mm. n'est pas être. C'est pas être. Parce Ouais. que faire nous permet d'avoir, Mhm. mais tout ça se retrouve dans l'être. Mm.
Qu'est-ce que Moi, j'ai adoré cet échange. ouais. Et ce dernier mot que tu laisses à Amina et à toutes les Amina qui Mmh. nous écoutent. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver toute la magie de cet épisode et des partages que nous avons eus avec Madame Amina Diagne en vous connectant sur toutes nos plateformes. Vous pouvez également continuer à soutenir le projet en vous connectant sur le site internet traverseeintérieure.com. Et juste avant de vous laisser partir, j'ai une question pour vous. Parmi toutes les identités qui vibrent et qui vous parlent, quelle est celle qui vous apporte le plus de cohérence et à laquelle vous devez apprendre à vous connecter? Merci.